J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Chaque commentaire m'aide à améliorer la prochaine histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la situation s'était dégradée jusqu'à ce que quelqu'un lui pose enfin la question. À ce moment-là, tout le monde à la fête l'avait remarqué. Tout le monde avait vu le schéma, sauf moi. L'appartement des Martin était bondé ce soir-là. C'était leur soirée d'automne annuelle, le genre d'événement qu'Isabelle adorait. Un sublime appartement haussmannien dans le 6e arrondissement de Lyon. Le vin coulait à flot, les conversations bourdonnaient à travers 3 pièces décorées avec soin. J'avais assisté à suffisamment de ces soirées pour connaître mon rôle, être présent, sourire, opiner du chef et essayer de ne pas prendre trop de place. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Chaque fois que je parlais, Isabelle levait les yeux au ciel. Et pas de petits signes subtils, non. De grands gestes théâtraux qui mettaient les gens autour de nous mal à l'aise. Si je mentionnais quelque chose que j'avais lu, elle soupirait et se détournait. Si je participais à une conversation sur la nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts, elle consultait son téléphone. Si j'essayais de discuter avec ses collègues, elle se déplaçait physiquement pour mettre de la distance entre nous. Je me disais que j'imaginais des choses, que j'étais trop sensible, que tout le monde a des mauvais jours. Puis Amélie Faure, une amie d'Isabelle qu'elle connaissait de la salle de sport, a posé la question qui a tout changé. Nous étions debout dans le salon, un cercle d'environ 8 personnes. Je venais de dire quelque chose sur un documentaire que j'avais regardé et Isabelle avait recommencé. Se lever Dieu au ciel. Ce geste méprisant qui me donnait l'impression de faire perdre son temps à tout le monde juste en existant. Amélie l'a remarqué. Elle a penché la tête, véritablement curieuse, et a demandé, « Isabelle, pourquoi fais-tu ça ?» Isabelle a pris une gorgée de son vin. Faire quoi? Lever les yeux au ciel chaque fois que Guillaume parle. Tu l'as fait genre 5 fois ce soir. La conversation autour de nous ne s'est pas exactement arrêtée, mais elle s'est calmée. Les gens ont fait semblant de s'intéresser à leur verre ou au tableau au mur, mais tout le monde écoutait, attendait. Isabelle a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné. Un rire confortable et décontracté, comme si Amélie lui avait demandé quel temps il faisait, et elle a répondu, parce qu'il est ennuyeux. 3 mots prononcés comme s'ils étaient une évidence, comme si tout le monde le savait déjà et que nous étions tous juste polis de ne pas le mentionner. Certains de ses amis ont ri, ce sont inconfortables que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Quelques autres ont détourné le regard, soudainement fascinés par les meubles. Mais Isabelle, elle, restait là, parfaitement à l'aise avec ce qu'elle venait de dire. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une compréhension froide et claire de ce qui venait de se passer. C'est ce qu'elle pensait de moi. Pas en privé, pas dans un moment de colère, juste comme un fait établi qu'elle était à l'aise de partager avec une pièce pleine de monde. Et avoir la réaction de ses amis, ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. Ils avaient déjà entendu ça. Ils l'avaient entendu parler de son mari ennuyeux, et ils avaient hoché la tête, ri ou peut-être même approuvé. Je suis resté là, tenant mon verre, et j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas ennuyeux. Je lisais constamment. Je suivais l'actualité. Je pouvais parler d'histoire, d'architecture, de livres, de films, de politique locale. J'avais des intérêts, des opinions et des pensées sur le monde. Mais pour elle, rien de tout cela ne comptait. Pour elle, j'étais juste ennuyeux. J'ai fini mon verre, posé le gobelet sur la table la plus proche, regardé Isabelle droit dans les yeux et j'ai dit, alors je vais aller ennuyer quelqu'un d'autre. Je me suis dirigé vers la porte, sans courir, sans faire d'esclandre, juste en partant. Derrière moi, la pièce a éclaté en murmures gênés. Quelqu'un a prononcé mon nom. Je ne me suis pas retourné. L'air d'octobre m'a frappé en sortant. Frais, propre, réel. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un moment, les mains sur le volant, à fixer le vide. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Je ne rentrais pas à la maison. Pas encore. J'ai conduit jusqu'au Wallace, un pub de quartier dans le vieux Lyon où personne ne me connaissait et où tout le monde s'en fichait. Le genre d'endroit où l'on peut s'asseoir tranquillement avec une bière et réfléchir. Le barman m'a fait un signe de tête, a servi une pression et m'a laissé tranquille. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai finalement sorti. 5 SMS d'Isabelle. Où es-tu allé? C'est embarrassant.
Tout le monde demande où tu es passé. Peux-tu juste revenir, Guillaume? Sérieusement. J'ai fixé ces messages. Tout le monde demande où tu es passé. Pas je m'inquiète pour toi. Pas il faut qu'on parle. Juste une inquiétude sur ce que les gens pensaient. Sur la scène que j'avais créée en ayant l'audace de partir après avoir été publiquement humilié par ma propre femme. J'ai tapé une réponse, dis-leur que je suis quelque part d'intéressant. Loin de toi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et commandé une autre bière. Le bar était à moitié plein. Un match de foot passait sur la télé accroché dans le coin. Deux gars discutaient d'une décision d'arbitrage. Un couple était assis dans une banquette, partageant une planche de charcuterie. Des gens normaux passant un samedi soir normal. Aucun d'eux ne pensait que j'étais ennuyeux. Aucun d'eux ne levait les yeux au ciel à ma simple existence. Je suis resté là pendant 2 heures à siroter ma bière et à penser à la dernière année de mon mariage. Quand cela avait-il commencé? Quand étais-je passé du statut de mari à celui de type qu'elle tolérait devant ses amis? Quand mes contributions aux conversations étaient-elles devenues quelque chose à rejeter plutôt qu'à engager? Je pensais au dîner où elle me coupait la parole, aux réunions où elle redirigeait les conversations loin de tout ce qui m'intéressait, à la façon dont elle soupirait quand je commençais à raconter une histoire. Comme si j'épuisais sa patience rien qu'en parlant. Je m'étais adapté, j'avais commencé à parler moins, à participer moins, à me faire tout petit dans les situations sociales. Je pensais que si je trouvais le bon équilibre, la bonne façon d'être, elle me verrait différemment. Mais c'était là le problème, n'est-ce pas? Elle me voyait déjà exactement comme elle voulait me voir. Et aucun effort de ma part n'allait changer cela. À 23 heures, j'avais pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et réservé une chambre dans un hôtel du centre-ville. Un endroit pour dormir qui n'était pas notre appartement à la Croix-Rousse. Un endroit où je pourrais réfléchir sans que sa présence ne remplisse chaque coin. Je lui ai envoyé un seul SMS, je dors ailleurs ce soir. On parlera demain. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai éteint mon téléphone. La chambre d'hôtel était générique mais propre. Un grand lit, un bureau, une fenêtre donnant sur la ville. Je me suis allongé sur le dessus de lit, fixant le plafond, incapable de dormir. Mon esprit rejouait la soirée en boucle. Pas seulement ce soir, mais des mois de soirées, de fêtes, de dîners et de rassemblements où je m'étais senti de plus en plus comme un invité dans mon propre mariage. Le truc avec les schémas, c'est qu'on ne les voit pas quand on est dedans. On trouve des excuses. Elle est fatiguée. Elle est stressée. Elle a eu une longue semaine. Mais allongée là à 2 heures du matin, je ne pouvais plus ignorer la vérité. À chaque fête, chaque dîner, chaque réunion, elle était engagée, animée, pleinement présente avec tout le monde sauf moi. Avec moi, elle tolérait, gérait, attendant que je cesse d'exister si bruyamment. Depuis combien de temps m'excusais-je de prendre de la place? Je me suis finalement endormi vers 4 heures du matin. Réveillé à 7 heures par la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis tout m'est revenu. J'ai commandé le petit déjeuner en chambre, café et tartines. Assis près de la fenêtre, je regardais la ville se réveiller en bas. Les gens se dirigeant vers le brunch du dimanche. Des couples promenant leurs chiens. Tout le monde menant sa vie normale pendant que la mienne s'effondrait. Sauf que ça ne ressemblait pas à un effondrement. Ça ressemblait à un réveil. J'ai pensé à appeler mon frère, Clément, mais pour lui dire quoi? Ma femme m'a traité d'ennuyeux devant tout le monde, alors je suis parti. Cela semblait mesquin dit comme ça, mais ce n'était pas mesquin. C'était une question de respect, d'avoir passé des années à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler de vieilles photos. Isabelle et moi à notre mariage, souriants, heureux, pleins d'espoir. Isabelle et moi à des fêtes. Moi debout légèrement derrière elle, toujours en arrière-plan. Isabelle avec ses amis, animée et rayonnante. Isabelle et moi au restaurant, elle regardant son téléphone pendant que je regardais le menu. Quand étais-je devenu invisible pour elle? Au matin, quelque chose s'était solidifié en moi. Je n'étais plus en colère. J'avais juste fini. J'ai quitté l'hôtel vers 9 heures et j'ai conduit jusqu'au parc de la Tête d'Or. J'avais besoin de marcher, besoin de bouger. Le parc était calme ce dimanche matin.
Juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens. Les feuilles d'automne craquaient sous mes pieds alors que je parcourais les allées, réfléchissant à tout ce que je devais faire. Nous louions l'appartement ensemble. Le bail était à nos deux noms. Il se terminait dans 3 mois. Je pouvais trouver mon propre endroit facilement. Les comptes bancaires étaient séparés. Nous n'avions jamais pleinement fusionné nos finances, quelque chose qui semblait pratique à l'époque, mais qui ressemblait maintenant à une préparation pour ce moment précis. Nous étions mariés depuis 2 ans, ensemble depuis 4. Pas d'enfants, pas de gros actifs communs, juste un bail, quelques meubles et un mariage qui était mort si silencieusement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que quelqu'un demande à ma femme pourquoi elle continuait de lever les yeux au ciel en me regardant. À 10 heures du matin, j'étais devant notre immeuble, clé en main. Sa voiture était là. Je suis entré aussi silencieusement que possible, j'ai pris un sac dans le placard et j'ai commencé à emballer des vêtements, mon ordinateur portable, des documents importants, les choses dont j'aurais besoin pour les prochaines semaines. Je pouvais l'entendre bouger à l'étage. La douche coulait. Sa routine matinale, la même que toujours. Comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu, comme si rien n'avait changé. J'avais presque fini de faire mes bagages quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, je dors ailleurs pour quelques jours. Il faut qu'on parle, mais pas tout de suite. J'étais dans ma voiture avant qu'elle n'arrive en bas. Mon téléphone a sonné à 11 heures. J'ai répondu. Tu es sérieux là? La voix d'Isabelle était tranchante. Tout ça pour une blague? C'était une blague? J'ai gardé ma voix calme. Oh mon Dieu, tu es tellement sensible. J'étais un peu pompette. Tout le monde riait. Tout le monde était mal à l'aise. Il y a une différence. Et alors? Tu vas faire la tête à l'hôtel? Je vais réfléchir à savoir si je veux rester marié à quelqu'un qui me trouve ennuyeux. Silence. Puis, je ne le pensais pas comme ça. Tu le pensais exactement comme ça. Tu le dis depuis des mois, n'est-ce pas? À tes amis? Peut-être à toi-même. Hier soir, c'était juste la première fois que je l'entendais. C'est ridicule. Rentre à la maison. Je viendrai chercher d'autres affaires cette semaine. On parlera quand je serai prêt. Guillaume. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Au cours de la semaine suivante, je suis retourné à l'appartement 3 fois quand elle était au travail. Chaque fois, j'ai pris plus de mes affaires, livres, vêtements, le tableau que mon frère m'avait offert et qui avait fini dans la chambre d'amis au lieu d'être exposé, la machine à café que j'avais achetée, ma moitié des ustensiles de cuisine. Elle m'envoyait des SMS constamment. On ne va vraiment pas parler de ça? C'est puéril. Très bien, peu importe. Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste parler? J'ai répondu une fois. Samedi, café Moxa. 10 heures, j'ai passé cette semaine à chercher un appartement. J'ai trouvé un 2 pièces à la Guillotière, un quartier que j'avais toujours aimé. Plus jeune, plus artistique, plein de ce genre de café et de librairie que j'appréciais vraiment. J'ai signé un bail, mis les services publics à mon nom, configuré des virements automatiques pour ma moitié des factures de l'ancien appartement jusqu'à la fin de notre bail. J'ai aussi appelé un avocat, pas pour les papiers du divorce. Pas encore. La loi française exigeait une certaine procédure et des délais, surtout en cas de désaccord, mais je voulais connaître mes options. Je voulais comprendre ce que je devais faire pour que ce soit propre. L'avocat était pragmatique. Pas d'enfants, peu d'actifs communs, tous 2 employés. Ce serait simple. Nous devrions séparer nos vies pendant 1 an pour acter l'altération définitive du lien conjugal si elle refusait le consentement mutuel, puis déposer les papiers. Simple, clinique, terminé. Quand le samedi est arrivé, j'avais déjà déménagé la moitié de mes affaires dans le nouvel appartement. Je suis arrivé au café Moxa 15 minutes en avance, j'ai choisi une table près de la vitrine et j'ai commandé un café allongé. L'endroit était animé par la foule du week-end. La machine à expresso sifflait et fumait. Les gens parlaient, riaient et vaquaient à leurs occupations normales du samedi matin. Isabelle est arrivée avec 10 minutes de retard, l'air d'avoir fait des efforts pour son apparence. Coiffure faite, maquillage parfait, la version d'elle-même qu'elle montrait au monde. Elle s'est assise en face de moi. Bon, tu as marqué ton point. Tu as été assez dramatique. On peut passer à autre chose?
Ce n'est pas du drame. C'est moi qui décide que je mérite mieux. Mieux que quoi? J'ai fait un commentaire. Tu as fait un commentaire à voix haute que j'ai entendu par hasard. Combien de fois l'as-tu dit quand je n'étais pas là? Elle a détourné le regard. C'était une réponse suffisante. C'est ce que je pensais. J'ai pris une gorgée de mon café. Écoute, peut-être que tu as été stressé. Peut-être que tu as été irréfléchi. Mais partir pour ça. Ce n'est pas juste le commentaire. C'est le fait de lever les yeux au ciel. C'est la façon dont tu me coupes la parole. C'est la façon dont tu rediriges les conversations loin de tout ce qui m'intéresse. C'est la façon dont tu as passé 2 ans à me faire sentir que je suis un inconvénient que tu tolères. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois où tu m'as écouté parler de quelque chose qui me tient à cœur sans soupirer ou vérifier ton téléphone? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis penché légèrement en avant. Je déménage. J'ai déjà trouvé un endroit. J'aurai tout sorti d'ici la fin du mois. Ses yeux se sont écarquillés. Tu pars? Vraiment partir? Je ne suis pas ennuyeux, Isabelle. C'est juste toi qui me trouves ennuyeux. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer d'être assez intéressant pour ma propre femme. Guillaume, allez. On peut travailler là-dessus. On peut aller voir un conseiller conjugal. Ou. Je ne veux pas travailler là-dessus. Je ne veux pas aller voir un conseiller. Je veux être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de se forcer pour me respecter. Quelqu'un qui ne lève pas les yeux au ciel quand je parle. Quelqu'un qui veut réellement entendre ce que j'ai à dire. Elle a tendu la main à travers la table. J'ai retiré la mienne. C'est vraiment fini? Sa voix s'est légèrement brisée. Tu abandonnes, tout simplement. Je n'abandonne pas. Je choisis le respect de moi-même. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de 10 € sur la table pour mon café. Je l'ai regardé une dernière fois. Prends soin de toi. Je suis sorti. Derrière moi, je l'ai entendu appeler mon nom. Je ne me suis pas retourné. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai déménagé le reste de mes affaires. Isabelle a essayé plusieurs fois de me dissuader. Chaque conversation suivait le même cours. Elle commençait sur la défensive, puis passait au marchandage, puis à la colère, mais jamais une seule fois elle ne s'est sincèrement excusée. Jamais une seule fois elle n'a semblé comprendre que traiter son mari d'ennuyeux devant une pièce pleine de monde n'était pas quelque chose qu'on pouvait juste effacer. La dernière fois que j'étais à l'appartement, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant charger les derniers cartons dans ma voiture. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Tu abandonnes notre couple. Je n'abandonne pas. Je choisis mon amour-propre. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus d'être traité d'ennuyeux devant tous nos amis. J'ai fermé le coffre, regardé l'immeuble une dernière fois. Je ne m'y étais jamais vraiment senti chez moi de toute façon. Toujours décoré à son goût. Toujours géré selon son emploi du temps. J'y avais été un invité, une présence tolérée. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Ce soir-là, j'ai finalement appelé mon frère Clément. Il vivait à Paris, travaillait dans la finance, et avait toujours été direct avec moi. Si quelqu'un devait me dire que je réagissais de manière excessive, ce serait lui. Il a répondu à la 2e sonnerie. Et, l'étranger. Quoi de neuf? Isabelle et moi, on se sépare. Silence. Puis, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. La fête, les yeux au ciel, le commentaire, le départ, l'hôtel, la semaine de carton, la conversation au café. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Guillaume, a-t-il finalement dit, je dois te dire quelque chose, et tu ne vas probablement pas aimer. Quoi? Je n'ai jamais aimé la façon dont elle parlait de toi. Je me suis assis sur mon canapé. Qu'est-ce que tu veux dire? Aux réunions de famille, à votre mariage, chaque fois que tu n'étais pas dans la pièce, elle faisait ces petits commentaires comme si tu étais un projet sur lequel elle travaillait, comme si tu avais besoin d'être amélioré. Je pensais que c'était peut-être juste sa façon de parler. Tu sais, certaines personnes sont comme ça avec leurs partenaires, mais ça m'a toujours dérangé. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que tu avais l'air heureux. Et qui suis-je pour juger le mariage de quelqu'un d'autre? Mais mec, je ne suis pas surpris qu'elle ait dit ça à une fête.
Je suis surpris qu'elle n'ait pas dit pire. J'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Tu penses que je fais la bonne chose? Je pense que tu aurais dû le faire il y a 1 an. Nous avons parlé pendant une autre heure de relation, de respect et de connaître sa valeur. De la façon dont parfois les gens les plus proches de nous voient des choses que nous sommes trop près pour remarquer. Au moment de raccrocher, je me sentais plus certain que jamais d'avoir fait le bon choix. L'appartement à la Guillotière était calme, vide, à moi. J'ai passé la première soirée à arranger les meubles, accrocher des photos, installer mon espace comme je le voulais. Pas de compromis, pas besoin de demander si elle aimait l'endroit où je mettais l'étagère. Juste mes choix, mes préférences, ma vie. J'ai commandé une pizza dans un endroit au bout de la rue. Je l'ai mangée assis par terre parce que je n'avais pas encore de table à manger. J'ai mis de la musique que j'aimais sans m'inquiéter si c'était trop fort ou le mauvais genre. Je suis resté debout jusqu'à minuit à lire parce que je le pouvais. Vers 1 heure du matin, je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant le quartier. Les lampadaires projetaient de longues ombres. Quelques personnes passaient, rentrant de bars ou de restaurants. La ville semblait vivante d'une manière que notre ancien quartier ne l'avait jamais été. J'ai réalisé que je souriais. À quand remontait la dernière fois où j'avais souri seul dans ma propre maison? Je ne m'en souvenais pas. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de prendre trop de place. Isabelle a envoyé quelques SMS supplémentaires au cours des semaines suivantes. Je pense que tu fais une énorme erreur. Tu vas vraiment jeter notre mariage à la poubelle. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Par Damien et Mélanie, le couple d'amis que nous avions, j'ai entendu des bribes sur la façon dont elle gérait les choses. Au début, elle disait aux gens que j'avais surréagi à une blague, que j'étais trop sensible, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Mais lentement, l'histoire a changé. Des gens étaient à cette fête. Ils l'avaient vu lever les yeux au ciel. Ils l'avaient entendu me traiter d'ennuyeux. Amélie Faure, l'amie qui avait posé la question, avait apparemment raconté à plusieurs personnes ce qui s'était passé. Le récit qu'Isabelle essayait de créer ne tenait pas. En décembre, Mélanie a mentionné qu'Isabelle avait du mal. L'appartement était cher à assumer seule. Elle cherchait une colocation ou envisageait de déménager dans un endroit moins cher. Les réunions sociales qu'elle aimait tant étaient devenues gênantes. Les gens ne savaient pas quel camp choisir, alors ils n'en choisissaient aucun. Ils ont juste arrêté de l'inviter. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à entendre cela. Aucune vindicte, juste une reconnaissance tranquille que les actions ont des conséquences. Un après-midi fin janvier, j'ai failli tomber sur elle. J'étais au Monoprix pour faire mes courses de la semaine. J'ai tourné dans le rayon fruits et légumes et je l'ai vue à l'autre bout, examinant des avocats. Mon premier instinct a été de faire demi-tour pour éviter la confrontation. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de l'éviter. Je n'avais pas peur d'elle. Je ne voulais simplement pas lui parler. J'ai continué mes courses, pris des tomates, de la salade, quelques pommes, avançant méthodiquement dans ma liste. Elle a levé les yeux à un moment, m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête une fois, une reconnaissance polie, le genre qu'on donnerait à un étranger. Puis je suis passé à l'allée suivante. Elle n'a pas suivi, n'a pas essayé de me parler. J'ai fini mes courses, payé et je suis parti. Sur le parking, je suis resté assis dans ma voiture un instant. J'attendais de ressentir quelque chose. Colère, tristesse, regret, n'importe quoi. Rien n'est venu. Elle était devenue une étrangère, quelqu'un que je connaissais autrefois, quelqu'un qui avait compté autrefois. La chose la plus remarquable à propos de ce moment était à quel point il semblait banal. J'ai aussi entendu dire qu'elle disait toujours aux gens qu'elle ne comprenait pas vraiment pourquoi j'étais parti, que nous avions eu des problèmes, bien sûr, mais rien qui n'aurait pu être réglé, que j'avais juste abandonné sans vraiment essayer. Damien m'a dit ça autour d'un café un après-midi. Nous étions restés en contact, une des rares amitiés qui avait survécu à la séparation. Quelques semaines après cette conversation, je me suis retrouvé au Wallace. Pas parce que j'étais triste ou en colère ou que j'avais besoin de réfléchir, juste parce que je voulais une bière et que j'aimais l'atmosphère. Le même barman travaillait. Il m'a reconnu, m'a fait un signe de tête, a servi mon habituel sans demander. Ça fait un bail, a-t-il dit. J'ai été occupé. Occupé bien ou occupé mal? Occupé bien. Il a souri. C'est le meilleur genre.
Je suis resté assis là pendant 1 heure à regarder le même genre de match de foot que j'avais regardé le soir où Isabelle m'avait traité d'ennuyeux. Mais cette fois, je ne traitais rien. Je ne gérais pas d'émotions. Je ne prenais pas de décision sur mon avenir. J'étais juste un gars dans un bar un jeudi soir, buvant une bière et appréciant le match. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Quand l'endroit qui avait été mon refuge est devenu juste un endroit où j'aime aller. Elle a finalement dit qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire ça devant tout le monde, a mentionné Damien. Pas qu'elle n'aurait pas dû le penser, juste qu'elle n'aurait pas dû le dire à voix haute. J'ai hoché la tête. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. 3 mois après être sorti de cette fête, j'étais assis dans mon café préféré un dimanche matin. Avant ce dimanche, cependant, il y a eu un jeudi soir qui a changé la façon dont je me voyais. Le club de lecture se réunissait dans la salle communautaire de la bibliothèque de la Pardieu. 12 personnes allant de la vingtaine à la soixantaine. Nous discutions d'un roman sur le développement urbain et la gentrification. Je l'avais lu 2 fois, pris des notes, j'avais des idées que je voulais partager. L'ancien moi se serait retenu, aurait attendu le moment parfait, se serait inquiété de prendre trop de temps ou de dire quelque chose que les gens pourraient trouver ennuyeux. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris la parole tôt, parlé de l'utilisation par l'auteur de l'architecture comme métaphore, comment la transformation physique des quartiers reflétait la transformation émotionnelle des personnages. J'étais passionné, j'ai parlé pendant peut-être 3 minutes. Quand j'ai fini, une femme nommée Claire en face de moi s'est penchée en avant. C'est brillant, a-t-elle dit. Je n'avais même pas remarqué ce schéma, mais vous avez tout à fait raison. Les bâtiments sont des personnages eux-mêmes. D'autres sont intervenus. D'accord, pas d'accord, mais de manière réfléchie, ils ont rebondi sur mon observation, posé des questions de suivi. Nous avons passé 20 minutes sur ce fil seul, plongeant profondément dans le texte, nous défiant mutuellement, apprenant les uns des autres. Personne n'a levé les yeux au ciel. Personne n'a soupiré. Personne n'a vérifié son téléphone pendant que je parlais. À la fin de la réunion, 3 personnes différentes m'ont remercié pour mes idées. Claire m'a demandé si je voulais prendre un café avant la prochaine réunion pour discuter du nouveau livre que nous lirions. Je suis retourné à ma voiture en me sentant pousser des ailes. C'était à ça que la conversation était censée ressembler. C'était à ça que ressemblait le respect. 3 mois après être sorti de cette fête, j'étais assis dans mon café préféré un dimanche matin. C'était un petit endroit à la Guillotière, indépendant, le genre d'endroit où les baristas connaissaient ma commande. J'avais le journal étalé devant moi et un livre sur la chaise à côté de moi. Ma vie avait changé. J'avais rejoint ce club de lecture à la bibliothèque. Les gens là-bas s'engageaient réellement avec ce que je disais, posaient des questions. Ils n'étaient pas d'accord parfois, bien sûr, mais avec réflexion, avec respect. J'avais commencé à faire de la randonnée le week-end avec un groupe trouvé en ligne. De bonnes personnes qui partageaient mon intérêt pour le plein air. La première randonnée que j'ai faite était dans les Monts d'Or. Je suis arrivé tôt, nerveux à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de savoir si je m'intégrerais, si je serais ennuyeux ici aussi. Un gars nommé Marc s'est présenté le premier, puis Juliette, puis tout un groupe de personnes dont j'essayais de retenir les noms. Nous sommes partis sur le sentier et en quelques minutes, j'étais en grande conversation avec Marc sur les meilleurs sentiers de la région, avec Juliette sur un livre que nous avions tous les deux lu, avec une autre femme sur l'histoire du parc lui-même. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés à un point de vue. J'ai mentionné quelque chose sur les formations géologiques, comment la vallée avait été sculptée sur des milliers d'années. Je parlais, j'ai réalisé que je parlais beaucoup, et j'ai commencé à m'interrompre. Ne t'arrête pas, a dit Juliette. C'est fascinant. Comment sais-tu tout ça? Je lis juste beaucoup. Eh bien, continue de lire, a dit Marc. Et continue de partager. C'est bien mieux que mes randos habituels où on se plaint du boulot tout le temps. Tout le monde a ri, y compris moi. Nous avons marché pendant 3 heures ce jour-là. À la fin, 5 personnes ont demandé quand je venais à la prochaine randonnée. 2 personnes ont échangé leur numéro avec moi pour envoyer des recommandations de sentiers. Je suis rentré chez moi fatigué, boueux et plus heureux que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue. Des amis qui appréciaient ma compagnie, qui riaient de mes blagues, qui demandaient mon avis sur des choses et voulaient réellement entendre la réponse. Mon ami Thomas était l'un d'eux. Nous nous étions connus à la fac, perdus de vue au fil des ans.
Quand je l'ai recontacté après la séparation, nous avons repris comme si le temps ne s'était pas écoulé. Un soir, il m'a appelé pour un problème qu'il avait au travail, une présentation qu'il devait faire. Il était nerveux, ne savait pas si ses idées étaient assez bonnes, continuait de douter de lui-même. J'ai écouté. Puis j'ai dit, tes idées sont solides. Tu as juste peur de prendre de la place dans cette salle. Silence. Puis, comment tu as su? Parce que j'ai passé 2 ans à m'excuser d'exister. Crois-moi, je sais à quoi ça ressemble. Nous avons parlé pendant 1 heure de confiance, de respect et de connaître sa valeur. De la façon dont les bonnes personnes voudront entendre ce que tu as à dire. De la façon dont si quelqu'un te fait sentir que tu es trop, tu es probablement avec la mauvaise personne. À la fin de l'appel, il a dit, « Je suis content que tu sois à nouveau mon ami. J'avais oublié à quel point tu étais doué pour ces trucs-là. » Cela signifiait plus pour moi qu'il ne le savait probablement. J'avais même commencé à avoir des rendez-vous galants, sans pression. Rien de sérieux pour l'instant, juste des cafés et des promenades sur les quais du Rhône, des conversations avec des personnes qui semblaient intéressées à me connaître. C'était étrange au début, d'être valorisé au lieu d'être toléré. Mais je m'y habituais. Un rendez-vous en particulier m'a marqué. Elle s'appelait Raphaël. Nous avions matché sur une application, convenu de nous rencontrer pour un café dans le Vieux-Lyon. J'étais nerveux comme on l'est quand on n'a pas eu de rendez-vous depuis des années. Elle a demandé ce que je faisais pour m'amuser. Je lui ai parlé du club de lecture, du groupe de randonnée, de mon intérêt pour l'histoire locale et l'architecture. J'ai parlé d'une visite guidée que j'avais faite des quartiers historiques de Lyon, du documentaire que j'avais regardé sur l'urbanisme. Je me suis surpris à divaguer et je me suis arrêté. Désolé, je parle trop. Elle a semblé confuse. Pourquoi es-tu désolé? C'est intéressant. Dis-moi plus sur cette visite d'architecture. Alors je l'ai fait, et elle a écouté, posé des questions, partagé ses propres intérêts. Nous avons parlé pendant 2 heures. Quand nous sommes finalement partis, elle a dit, « J'aimerais vraiment te revoir. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai réalisé quelque chose. Je m'étais excusé de parler, d'être enthousiaste pour des choses qui me tenaient à cœur, de prendre de la place dans une conversation. C'était la voix d'Isabelle dans ma tête, pas la mienne. J'avais fini de l'écouter. Une femme à la table voisine m'a interrogé sur le livre que j'avais avec moi, une histoire de l'architecture lyonnaise. Nous avons fini par parler pendant 20 minutes de préservation historique, des quartiers que nous aimions, de nos bâtiments préférés dans la ville. Elle était engagée, souriante, réellement intéressée. Nous avons échangé nos numéros. En retournant à mon appartement après, j'ai repensé à cette soirée chez les Martins, à rester debout dans cette pièce pendant que ma femme disait à tout le monde que j'étais ennuyeux. À la clarté froide qui m'avait frappé à ce moment-là. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé des années à me faire plus petit, plus silencieux, moindre, essayant de trouver la bonne façon d'être pour qu'elle me voie différemment. Mais le problème n'avait jamais été moi. Certaines personnes pensent que tourner la page nécessite des excuses. Un moment où l'autre personne comprend enfin ce qu'elle a fait de mal. Mais j'ai appris ce soir-là, quand j'ai fini mon verre et que je suis sorti, que parfois tourner la page, c'est juste connaître sa valeur et refuser de se contenter de moins. Isabelle n'a jamais compris qu'elle ne me trouvait pas ennuyeux parce que j'étais ennuyeux. Elle me trouvait ennuyeux parce qu'elle avait cessé de me respecter. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment respecté du tout. Et une fois que j'ai vu cela clairement, la décision a été simple. Je n'avais pas besoin qu'elle voie ma valeur. J'avais juste besoin de la voir moi-même. Le reste s'est fait tout seul. Maintenant, le dimanche matin, je me réveille sans appréhension. Je lis mon journal dans mon café préféré. Je parle à des gens qui veulent réellement entendre ce que j'ai à dire. Je vis dans un espace qui est le mien, rempli de choses que j'ai choisies, organisées comme je l'aime. Le silence n'est pas solitaire. Il est confortable. Je ne suis plus en colère, plus blessé. Je ne me demande pas ce que j'aurais pu faire différemment. Je suis juste reconnaissant. Reconnaissant envers Amélie Faure d'avoir posé cette question. Reconnaissant pour la clarté venue d'entendre la vérité dite à voix haute. Reconnaissant d'avoir eu assez de respect pour moi-même pour m'éloigner de quelqu'un qui ne pouvait pas voir ce qu'elle avait. J'ai entendu récemment qu'Isabelle avait déménagé dans un appartement plus petit avec une colocataire, qu'elle continuait d'aller à des fêtes et des événements sociaux. Qu'elle disait toujours aux gens que je ne pouvais pas supporter son sens de l'humour.
Toujours convaincu que le problème, c'était moi. J'espère qu'elle est heureuse. Sincèrement. Mais surtout, je ne pense plus à elle parce que je suis trop occupé à vivre une vie où je ne suis pas ennuyeux. Où je suis valorisé. Où je prends exactement autant de place que je mérite d'en prendre. Où lever les yeux au ciel à la contribution de quelqu'un dans une conversation serait considéré comme impoli, et non drôle. Il s'avère que je ne suis pas ennuyeux du tout. J'étais juste ennuyeux pour la mauvaise personne. Et m'éloigner de quelqu'un qui